Restez pour le générique. Pourquoi tu passes le générique? Je crois surtout qu'on va avoir besoin de 2 experts. Ce sont les meilleurs. Alors je te fais ton générique. Arrêtez ce générique! Bonjour à tous et bienvenue dans Générique, l'émission qui pose une question générique aux gens qui sont au générique. Ce soir, la question que nous allons nous poser tous ensemble est comment filmer l'invisible. Je suis Bastien Chauvet et j'aurai le plaisir de co-animer ce podcast avec... Reda Sellar. On sera pas tout seul en plus. On a à ma gauche le très cher Louki. Voilà, Louki, si tu peux te présenter un petit peu et lui dire ce que tu fais. Louki, je suis auteur-dessinateur chez plusieurs maisons d'édition, et puis justement à côté de ça je suis aussi concept artiste ou directeur artistique aussi sur d'autres supports type jeux vidéo, jeux de société, et voilà, le rayon est large justement. Une présentation concise et rapide, exceptionnelle, c'est tout ce qu'on demandait. Et aussi on est accompagné du merveilleux Ersan Musa. Si tu peux te présenter s'il te plaît. Bonjour tout le monde, Ersan Musa du coup comme tu venais de le dire. Je suis prévis artiste, CG généraliste. Je fais de la 3D, je fais des VFX, donc des effets spéciaux. Je supervise un peu tout ça pour les studios et je donne aussi des cours à l'école Georges Méliès depuis 7-8 ans à peu près. Et pour bien que tout le monde comprenne, la prévise, ça a vachement de rapport avec tout ce qui est narratif, justement, et un peu comment mettre en image les choses. C'est une sorte de storyboard animé, finalement. C'est ça, en fait, c'est le passage entre le storyboard qui est en 2D et du coup, l'espace 3D, en fait. Du coup, c'est le moment où on passe de la 2D à la 3D un peu dans le mouvement et on donne le timing au réalisateur. Ça permet en fait, de se donner un aperçu du premier montage, en fait, et de montrer comment on va tourner les choses, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va raconter les différentes séquences, les différents plans. Du coup, je pense qu'on est plutôt bien avec vous deux aujourd'hui parce qu'on couvre un truc hyper large du cinéma. Et puis sur cette question de comment filmer l'invisible, quand on a commencé à y penser, avant de vous inviter, etc., on s'est dit que ça paraissait un peu bête comme ça. L'idée, c'est pas forcément d'aller chercher dans des plans, enfin dans des trucs où genre le film avec l'homme invisible, etc. Mais c'est vraiment d'être beaucoup plus large que ça, de s'interroger sur l'absence, le hors-champ, les signaux narratifs cachés. Se dire un peu que le cinéma c'est audiovisuel, donc c'est les yeux et les oreilles, mais du coup comment ça se fait que le public est capable de comprendre quelque chose si on ne lui a ni montré, ni présenté, s'il ne l'a ni vu ni entendu? C'est une très bonne question. Nous avons 1 heure devant nous. Voilà, un peu plus d'1 heure peut-être, même si on digresse bien. Mais ouais, par exemple, on peut commencer avec un truc tout con. Quand on parle, du coup, tu disais de la narration et raconter une histoire, on va ouvrir avec Louki. Toi, quand par exemple tu designs un personnage, comment justement, sans parler ou quoi que ce soit, juste par exemple en montrant, tu sais, raconter une histoire, un background d'un personnage, de par potentiellement, je sais pas, ses costumes, son visage. Comment toi ça marche, toi? C'est ça, tu vas jouer sur l'inconscient des gens. À chaque fois que tu vas faire un design, tu vas forcément aller chercher. Alors déjà, pour nous, le numéro 1 du travail, c'est d'avoir justement la Bible pour que ça puisse couvrir le lore aussi, et des fois aller plus loin que ce que le scénario montre dans le film. Et puis en effet, aller dans l'inconscient des gens. Et ça peut se passer justement dès une première ligne de scénario, quoi. Je sais pas, tu prends pour exemple une ligne de scénario type Peter rentre chez lui pour aller chercher son sac qu'il avait oublié, enfin son sac d'école qu'il avait oublié. Dans cette simple phrase qui paraît bateau, on a pourtant déjà des premiers éléments qui nous permettent déjà, pour un design, d'induire des choses. Donc Peter retourne à son appartement pour aller chercher son sac. On imagine déjà quelqu'un qui justement peut être en retard et donc par exemple légèrement désordonné. Donc comment tu vas jouer sur la symétrie, sur peut-être une coupe de cheveux avec un peu ébouriffé ou quoi que ce soit, une cravate mal ajustée s'il porte un uniforme. Tu peux déjà sur une phrase en fait prélever des indications pour ensuite les mettre déjà dans ton design. Et ensuite, tu ajoutes bien sûr à tout ça le lore d'une licence, où là encore, tu vas jouer sur des formes, des matières, des hiérarchisations. Le but, de toute façon, de concept art, et même ça, c'est un point de vue que je partage avec l'ami Alexis Briclot et tant d'autres, mais c'est là encore concept art, donc le fait de conceptualiser avant de fabriquer. C'est dans le titre. Comment toi, tu sais où viser, justement, quand par exemple tu habilles en concept un personnage comment tu t'arrives à te dire, ok, ça,
de manière inconsciente, ça va indiquer tel message de ce personnage, ça va dire ça de lui. En fait, on fait presque ce que certains pourraient appeler du webbing ou quoi que ce soit, c'est-à-dire le fait d'utiliser des listes un peu de champs lexical graphiques. Quand on a une idée, on va très vite lister tout ce à quoi ça peut nous faire penser. Faut aussi, mine de rien, avoir un musée personnel assez étendu. Parce que pareil, plus on a de choses sur lesquelles on peut facilement rebondir ou ça peut évoquer aussi chez le spectateur, plus tu vas te servir de ces éléments-là pour venir saupoudrer, épicer ton design. Est-ce que du coup, des fois, tu es confronté à la notion de cliché par rapport à ça? Parce que tu dis que tu vas faire jouer l'inconscient collectif, donc c'est forcément des choses que les gens ont emmagasinées, mais du coup, tu vas vite te retrouver face à des trucs où tu te dis ça c'est un peu une recette, parce que si c'est devenu un cliché, c'est parce que ça a été utilisé. Si ça a été utilisé, c'est parce que ça fonctionnait. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et toi-même, tu peux être tenté du coup de dire ça, si je veux évoquer qu'il est un peu grunge, ou même le truc hyper basique, t'es un truc hyper cartoon, la différenciation sur un personnage très très simplifié entre un garçon et une fille, on va dire on va lui rajouter des cils et un nœud papillon. Voilà, c'est ça. Et là, alors aujourd'hui, ça pourrait absolument plus passer. Ouais. Pourtant, c'est un code. Du coup, comment est-ce que tu fais pour te sortir de ça en fait, et comment est-ce que tu arrives à te réinventer ce genre de choses? Quand je parlais de listing et tout ça, justement, j'allais venir sur le fait qu'à chaque fois que tu fais une proposition, un premier croquis, tu dois te faire ton tu vas t'auto-débunker H24. Tu es ton propre avocat du diable. Et à chaque fois que tu fais un premier croquis, tu prends du recul sur celui-ci et tu dis ok, cet élément-là, ça ne va pas parce que c'est pas cohérent avec ce que j'ai à dire. Cet élément, ça va pas, c'est pas cohérent avec ce que j'ai à dire, et ainsi de suite. Et tu as raison sur le fait que, en effet, aller chercher dans l'inconscient, tu te heurtes facilement, du coup, à des stéréotypes. Et là-dessus, comment arriver à débunker ça, enfin justement à le corriger? Pour le coup, c'est soit on est souvent aidé du scénario, soit de l'animation ou quoi que ce soit, et puis c'est prendre ce parti-là, quoi. De justement bousculer les choses. Après, c'est intéressant aussi de compter sur des fois d'autres corps de métier pour montrer aussi une certaine complexité, le fait que la chose soit pas toute inscrite dans un personnage ou ainsi de suite. Ouais, donc en gros, la caractérisation du personnage, elle se résumera pas in fine que à ce qu'il porte ou à quoi il ressemble, etc., mais plus à comment, par exemple, il se déplace ou ce genre de choses. Et c'est peut-être là, Ersan, où toi, justement, ça commence à entrer en jeu, non, dans les prévises. Est-ce que vous commencez à définir ce genre de choses aussi en prévise Oui, on commence en fait. Le début, je dirais, je parle beaucoup soit au superviseur FX, avec qui on parle directement, mon superviseur quand j'en ai un, ou alors directement le réalisateur. Et toutes les autres équipes, on essaie de voir en fait ensemble quels sont les mots, comme tu disais, Loki, quels sont les mots qu'on va essayer d'exprimer, quelles sont les émotions qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on va essayer de retenir. Ça, c'est vraiment ma méthode de travail, c'est qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je veux qu'est-ce qu'on cache aussi du coup, mais qu'est-ce que je veux qu'on ressente et qu'est-ce que je veux qu'on retienne à la fin du shot ou de la séquence. Et en fait, quand on se pose ces questions-là, on essaie de voir aussi que les différents membres de l'équipe, du coup, par exemple, le chef-op ou, je sais pas, le production designer, la personne qui fait tous les décors, de voir qu'est-ce que la personne veut montrer par rapport à la discussion qu'il y a eu en amont avec le réal. Et donc, moi, j'arrive vraiment à ce moment-là et j'essaie de comprendre avec eux qu'est-ce qu'on va montrer en fait de ça et comment je peux revenir du coup sur la question. Et en fait, c'est faire le tri, encore une fois, de toute la sémantique, de tout le vocabulaire cinématographique qu'on va créer. Et ensuite, le mouvement fait partie d'une des choses que le personnage va adopter. Et en fait, moi, je m'attarde énormément sur qu'est-ce que le personnage est en train de faire. Donc, je me dis, par exemple, je prends l'exemple d'un plan, c'est quoi le début, le milieu, la fin du plan? Qu'est-ce qui va se passer? Mais surtout, je m'attarde énormément aussi sur qu'est-ce qui va se passer avant le plan. En fait, tout ce qu'on ne voit pas dans le plan, comment on montre qu'il vient de quelque part, comment on montre qu'il quitte une émotion pour une autre, tout ça en fait. Et c'est tout dans chaque plan, j'essaie de conserver cette question de qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Même entre les deux actions, entre les deux émotions et des choses comme ça. Et comment on va l'exprimer à travers tous les outils qu'on a. Donc du coup, ça peut être la lumière, l'animation, évidemment, la posture du personnage, tout ce qui est fait par les concept artistes avant, parce qu'ils ont en général parlé avec le réalisateur avant que j'arrive. Et donc j'essaie de voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont retenu, et donc je prends tout ce qu'eux me donnent, j'interprète et j'essaie de filtrer aussi à nouveau pour pouvoir avoir une chose à dire qui m'est un peu plus personnelle, mais en tant que prévis artiste, on se concentre énormément en fait sur ce que le réalisateur veut dire.
Et on doit interpréter. En fait, c'est un dialogue déjà avec le réalisateur, avant d'être un dialogue intérieur, et ensuite un dialogue avec le futur spectateur et les équipes. Donc c'est vraiment tout plein de choses à se dire. Et qu'est-ce qu'on veut retenir de toutes ces discussions? Est-ce que tu dirais que tu fais un peu un rôle de traducteur entre ce qu'un réalisateur peut avoir en tête ou l'envie de l'émotion qu'il veut faire passer voilà. Moi, je me définis plus comme un interprète. Parce qu'un traducteur, il va dire les choses telles qu'elles sont. Et je pense que dans ce qu'on me demande de faire, en tout cas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont prévises artistes et qui font beaucoup moins ça. Moi, on me demande beaucoup d'interpréter, en fait. Je vais avoir un réalisateur qui va me demander de présenter un personnage à la façon d'un autre réalisateur. Et donc, je dois vraiment interpréter et imaginer ce qu'un autre réalisateur aurait fait dans la façon de voir d'un autre. Donc, je suis vraiment entre plusieurs personnes et j'essaie d'imaginer ce que d'autres auraient fait pour... Enfin, c'est assez marrant comme position, quoi. Du coup, c'est vraiment de l'interprétation le plus possible et en vue de créer un dialogue final déjà. D'abord, un dialogue dans les équipes, parce que c'est la première fois, en fait, on va voir les images animées. Donc, je vais créer les premières compositions, les premières touches de lumière, les premières tout. En fait, tout va être assemblé la première fois en prévis quand j'arrive. Et ensuite, du coup, ça va faire un dialogue déjà avec l'équipe. Et ensuite, on va créer le dialogue avec le spectateur. Parce que je précise d'ailleurs que tu n'interviens pas que sur des films d'animation, tu travailles aussi bien sur des longs métrages qui sont en prise de vue réelle, où on va te demander de commencer à prévoir le film, finalement, pour pouvoir voir aussi... faire chercher des directions à l'avance, surtout dans des projets qui sont très coûteux et où du coup le moindre plan coûte énormément d'argent parce que beaucoup de matériel, parce que gros acteurs, parce que tout ça. Et tu t'interviens aussi dans des films d'animation où là du coup c'est déjà presque une première étape sur la mise en scène, sur l'animation, etc. C'est bien ça, oui. Elle est représentée par quoi du coup cette interprétation? C'est par la façon dont tu vas cadrer, dont tu vas faire déplacer les personnages, dont tu vas cutter la séquence, comment tu vas l'éclairer, quel outil en gros tu vas utiliser pour justement amener cette interprétation et soit la suggérer inconsciemment ou alors juste la montrer de manière explicite. Alors je vais essayer de répondre à ça de façon claire. Ouais, t'inquiète. C'est un peu brouillon même à expliquer toute la démarche en fait. En fait, j'essaie de créer un ensemble, donc du coup de définir ce qui va être, comment dire, le lieu commun du plan. C'est un peu bizarre de dire ça, je ne sais pas si ça se comprend bien. Et ensuite, je vais travailler les contrastes. C'est-à-dire que je vais contraster à travers la forme, à travers la composition, à travers le mouvement. Et en fait, chaque chose qu'on a à dire dans un plan, qui fait partie d'une séquence, qui fait partie d'un film, il ne faut jamais l'oublier du coup. Ça, on me l'a bien appris et je suis très très heureux du coup de répéter tout ça. Donc on ne travaille jamais en fait sur un plan, une chose. En prévis, c'est un mélange de tout. Et à la fin, on doit créer une séquence qui va s'articuler dans un film. Et je ne sais plus ta question exactement, mais je vais essayer de revenir. Non, mais qu'est-ce que tu utilises, tu vois, comme outil pour justement voilà, c'est ce que je disais. Raconter ce que tu as envie de raconter dans ta du prévis. coup, je vais peut-être faire passer certaines choses dans la composition, d'autres choses, je vais les passer dans l'animation. Je vais essayer de donc, parler avec le directeur d'anime ou les acteurs. Ça m'arrive souvent de parler directement avec les acteurs et de leur dire, je pense qu'à ce moment-là, est-ce que tu penses que c'est jouable de placer un regard ici? En fait, on s'attarde beaucoup sur les eyelines, donc les lignes des yeux, donc ce que le personnage dans le plan regarde, et aussi comment le spectateur va regarder le plan. Et en fait, à travers le chemin de l'œil du plan, on va composer un plan différemment, en fait. Moi, j'adore travailler avec les formes, quand je fais je sors encore une fois de la question, mais quand par exemple, je compose, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on veut montrer déjà de l'espace? Qu'est-ce qu'on veut montrer du personnage, de son ressentiment? Et aussi, comment les lignes de force que va créer cette composition, comment je la fais évoluer? Donc, si je me prends un plan, pas souvent le premier, un plan fort dans la séquence, ce qui va être le plan le plus important de ma séquence, et je me dis comment les autres plans vont s'articuler, donc quelles sont les lignes de force, qu'est-ce que la composition dans ce plan va apporter au reste. Et pareil pour la lumière, pareil pour l'animation. Et en fait, à chaque fois, c'est comme une musique ou n'importe. Il y a chacun des parties, donc chaque département va avoir un peu son moment solo là-dedans. Et j'essaie de faire du coup une orchestration de tout. Et en fait, en faisant de temps en temps popper beaucoup plus la musique, beaucoup plus l'animation, ou jouer sur le regard, les détails, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ça donne vraiment à montrer que
Par exemple, si tu avais une séquence où le personnage doit se libérer de quelque chose, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, au début, tu serais sur des cadrages plus resserrés avec peu d'espace vide, puis petit à petit, tu ferais gagner ça, etc. Donc en fait, pour moi, c'est un peu déjà filmer l'invisible. C'est-à-dire que tu dis ce que je veux que le spectateur retienne, c'est cette libération. Sauf que je veux pas la dire. Je veux pas dire, hé, il est libre, tu vois, parce que ça sert à rien. Il n'y a pas de ressenti là-dedans, il n'y a pas de voyage. Si tu donnes l'information au spectateur tel quel, il n'y a pas de voyage. Ça sert, tu vois, il ressent pas. L'imaginaire ne s'active pas. Et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant, toi, de se dire, voilà, comment est-ce que je vais aller. Comme tu dis, un orchestre, je trouve que c'est assez beau, parce que c'est un peu ce qu'on ressent aussi en musique, en fonction des notes et des rythmes qu'on va mettre. Comment est-ce que tu amènes les gens à raconter une histoire, à ce qu'ils comprennent une histoire, alors que tu écoutes du Beethoven et qu'en fait, tu n'as ni image ni voix, finalement. Et comment tu as fait jouer sur les sentiments des gens et du coup créer la surprise, quoi. Ouais. Mais ça, typiquement, in fine, ça peut très vite se rapprocher, du coup, dans toute la composition des cadres, etc., des plans que tu fais et tout en Prévisersan. In fine, c'est pas si loin de la composition que tu fais en BD, toi, Luki. Alors en BD, mais même déjà sur le design, déjà sur les designs des persos et même sur parfois des DA globales. Si on voulait... Tiens, par exemple, j'ai aussi un exemple qui me vient en tête où tu parles d'une DA globale et où du coup tu vas surprendre le spectateur et pourtant ça va induire des choses vraiment narrativement dans le lore. J'ai par exemple un exemple sur Arcane qui me vient avec, vous voyez, les gemmes Aztèques, les gemmes très rondes. Voilà, enfin, on va dire donc dans Arcane, rien n'est parfaitement rond, tout est facetté à chaque fois. On n'a jamais quelque chose de circulaire et même par exemple des choses qu'on veut les plus précises possibles, comme le fusil sniper de Kathleen, on a quand même quelque chose de facetté à chaque fois. Bref. Donc tout dans Arcane, enfin rien plutôt dans Arcane n'est rond, excepté une chose, la gemme Aztèque. Et comme en plus c'est le point de départ de, on va dire, tout le capharnaüm de la série, lorsqu'on la voit sur le premier plan, enfin en plus d'ailleurs c'est un plan qui la suit, où on suit du regard cet objet, lorsqu'on la voit, on se rend compte que, oh, c'est quelque chose de rond, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, et c'est quelque chose qui n'a rien à faire là. Et donc, en fait, par la DA, tu viens d'induire le fait que, regarde ça, c'est soit une étape suivante de l'évolution, soit quelque chose de surnaturel, parce que ça n'a rien à voir avec la DA du monde qu'on t'a servi depuis le début. Ouais. Tu vois. Ça me rappelle un peu la séquence, la façon dont Hitchcock traite la musique dans Psychose, où sur tout le premier début, la première partie du film, il y a de la musique constamment, ça s'arrête jamais. Et quand finalement elle se gare au motel, elle coupe le contact, la musique s'arrête et la musique ne reprendra pas jusqu'à un point fatal de l'œuvre. Et du coup, t'as vraiment ce truc qu'en fait, elle t'accompagne tellement depuis le début, elle est tellement juste en nappe comme ça derrière que finalement, elle est même pas illustrative en fait. Elle participe à l'ambiance, elle te suit et tu la remarques même plus. Et d'un seul coup, elle s'arrête. Et moi, j'en ai parlé à plein de gens. Il y a plein de gens qui se sont même pas rendus compte qu'elle s'arrêtait. Mais juste d'un seul coup, elle s'arrête et il y a un malaise, il y a un déclic, un truc. Ah, il va se passer quelque chose. Et c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Finalement, on est presque dans l'Inception, tu vois, de se dire, là, tu as dit aux gens, voilà, je te l'ai pas montré, c'est invisible, mais exactement, il va se passer quelque chose. Tu vois, il faut que je te mets dans un sentiment de malaise. C'est le contraste qui est créé par l'attente, par créer l'habitude chez le spectateur qu'on vient de casser ensuite. Donc on contraste là par la musique, par l'absence de musique qui est constante. Et du coup, voilà, c'est un bel outil, le contraste. Je pense que dans le genre de l'horreur au cinéma, l'invisible, justement, le hors-champ, on en parlait il n'y a pas si longtemps avec Luki du traitement dans l'horreur de l'invisible. Au final, c'est hyper important. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de faire de la prévis justement pour des films d'horreur ou ce genre de choses? T'as eu l'occasion un peu de... alors, c'est horrible, ce genre de choses. J'ai fait de la prévise sur un film d'horreur, mais c'était pas l'exemple le plus marquant. Et j'ai souvent à faire des ambiances d'endroits en fait où on doit ressentir un peu de la peur, un peu des choses où il va y avoir peut-être des jumpscares ou des choses, mais juste des endroits très sombres, lugubres. Enfin, ça c'est marrant. Et oui, j'ai déjà eu ça à faire. Et en fait, du coup, par exemple, si c'est un endroit très sombre, je vais essayer de montrer par exemple la source lumineuse le plus possible et l'obscurité aussi, enfin de contraster encore une fois. Comment je peux montrer ça? Oui, il y a un personnage qui tient une lampe
dans la main. Les animaux fantastiques. La fameuse séquence. Et du coup, je montre en fait que la lampe, elle éclaire pas beaucoup, par exemple. Donc je vais faire des plans larges et je vais faire des plans très proches au-dessus de l'épaule du personnage. Même le personnage, en fait, on va montrer le plus possible. Comment dire, si la lampe est dans sa main de devant, il y avait tout un jeu de silhouettes où on montre que la lumière n'est pas la chose la plus présente, par exemple. Ok. Voilà, Ouais, je sais pas si c'est... Bah non, si, ouais, donc ça nous étouffe un peu et tout, et donc tu joues là-dessus. C'est ça, les silhouettes, l'obscurité, et du coup montrer tout ça, faire des plans très larges pour montrer que c'est vraiment partout. Jouer avec les échos, donc c'est ce que j'avais fait du coup sur cette fameuse séquence, pour montrer que c'était immense. Du coup, on a fait tomber des cailloux, et c'était gardé, du coup j'étais très content. Ah, trop bien. Et en fait, les cailloux, ils tombent, et on attend en fait que l'écho s'arrête, et il ne s'arrête jamais la chute du caillou. Donc ça montrait l'espèce d'immensité, de l'obscurité, mais même le son ne s'arrête. En fait, on n'entend même pas le caillou tomber à la fin, quoi. Donc tellement il ricoche juste, et on n'entend jamais. Donc on se dit waouh. Donc voilà. Ouais, stylé. Ouais, donc quand même l'usage du hors-champ ou alors de petites choses subtiles qu'on va pas décrire sciemment, etc. a quand même son importance. Et le hors-champ, moi je joue beaucoup avec le hors-champ. J'essaie de garder plein de choses en hors-champ. Enfin, c'est un truc qui me plaît beaucoup, qui me fascine aussi. C'est du coup, comme je disais, quand je crée un shot, j'ai souvent pas de storyboard. Il y a des gens qui ont plus de storyboard, moi je n'ai beaucoup moins. Et je me dis, qu'est-ce que je ne montre pas en fait? Qu'est-ce que j'induis? Qu'est-ce que je demande au spectateur de comprendre? Ouais. Bah, tu parlais de l'horreur, c'est un peu justement avec les fameux plans où il y a le tueur qui arrive dans la maison. Tu vois, t'as le shot qui est beaucoup plus proche des protagonistes et tu vois à peu près la distance qui est à couvrir par le tueur. Mais pourtant, comme le shot reste sur les protagonistes, toi, t'es dans ton siège, tu deviens fou et t'es toujours en mode « mais là, tu devrais déjà être là » ou ce genre de choses. Mais alors, est-ce que ça aussi, ça fait partie quelque part de l'invisible, dans le fait que justement, tu viens de l'entendre, entre guillemets, plus ou moins rentrer par la fenêtre, et puis tu le vois pas jusqu'à ce qu'il y ait le fameux jumpscare ou quoi que ce soit. Est-ce que ça rentre aussi dans ce genre d'interframe-là, quoi? Complètement. Du coup, tu as utilisé le mot interframe, on va revenir dessus après, je pense. Mais oui, clairement. En fait, créer l'attente, du coup, encore une fois, quoi, créer l'attente, créer les choses comme ça permet de tenir en haleine, on va dire, le spectateur aussi. Et du coup, amorcer un mouvement. Donc la personne, on va dire méchante, le méchant qui arrive pour tuer, ou on ne sait pas, un tueur, ou pour tuer. En fait, on amorce le mouvement, on l'arrête. Et là, en fait, vu qu'on s'attend à ce que l'action se termine dans le shot d'après, là, du coup, on fait monter les émotions, ça mijote tout ça à l'intérieur. Et c'est là que ça devient intéressant, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, cette notion. Moi, je la trouve rigolote. C'est que j'en parlais justement à midi avec un scénariste, mais il y avait ce truc de se dire que Comment il a flexé. C'est clair. Ouais, moi je parlais avec des scénaristes. Non, mais parce que ce qu'il disait était intéressant, c'est que Denis Brusseau, comme ça je le nomme, voilà. Et bim, dédicace. Mais le fait qu'au cinéma, pour lui, il disait que le réalisme, c'est la mort au cinéma. C'est-à-dire que, voilà, si tu veux, dès l'instant où tu vas vouloir être trop réaliste, finalement, ça n'a plus aucun intérêt d'aller raconter une histoire. Comme il disait, si tu vas chez ton... si la vie était palpitante, tu irais chez ton boulanger et tu reviendrais chez toi, « Ah, mais c'était incroyable !» tu vois. Et voilà. Or, c'est pas le cas. Et généralement, même quand on fait un film, quand on écrit une histoire, ça peut durer sur une période de temps beaucoup plus longue que le film. On va choisir de ne garder que des points qui sont les points principaux. Donc le temps, il est déjà transformé, il est déjà dilaté ou raccourci, etc. Donc là, pareil, dans ces scènes de tension, tu peux jouer avec ça aussi, puisque l'idée, ce que tu vas raconter, ce que tu vas montrer d'invisible à ton spectateur, c'est la tension qui peut être l'attente du tueur, tu vois, l'espèce d'exaltation du tueur, la peur de la victime. Et donc, en fait, c'est ça que tu racontes. C'est pas véritablement qu'un être humain se déplace à 5 km par seconde en marchant et que par mètre, par minute, par kilomètre heure, je vais y arriver. C'est compliqué les maths, là. Ouais, c'est compliqué les maths. Et que du coup, là, il dit, ah, mais Michel, et puis je pense qu'en fait, ça fait aussi partie dans le genre, tu en parlais du film d'horreur, il y a un peu ce truc où le spectateur, il a besoin de se sentir en maîtrise. Ouais, c'est ça, plus puissant que le... Tu sais, c'est ce truc où tu te dis, putain, mais je comprends, mais barre-toi. Toi, t'as besoin que l'expérience utilisateur, entre guillemets, tu vois, que l'expérience du spectateur, ce soit aussi de se dire, ah, toi, t'as peur, et tu lui dis, mais casse-toi. C'est pour ça que je trouve ça beaucoup plus intimidant, un plan qui va être cadré à l'échelle un peu du personnage principal, tu vois, dans un film d'horreur. Par exemple, dans un couloir avec des coins,
où il doit faire des virages, je vais beaucoup plus ressentir la peur ou le stress en ne voyant pas ce qu'il y a de l'autre côté du coin avant le spectateur, Ouais, donc en étant dans la même vision du spectateur, que genre on le prend le plan de face où on voit de face le spectateur et on a déjà une amorce du coin, donc on sait potentiellement avant le spectateur ce qui va arriver du hors-champ, tu vois. Et ça, du coup, c'est beaucoup moins intimidant que le hors-champ. T'es confiné avec le personnage, en tant que spectateur, dans sa vision, et tu sais pas ce qui peut débouler à tout moment du hors-champ. Et là, je trouve ça carrément plus intimidant. Carrément. Et il y a un truc qui est hyper intéressant, je trouve, là-dedans, c'est le théâtre filmé. C'est-à-dire que si tu vas au théâtre et que tu regardes du théâtre, t'as un rythme, etc. et tout. Mais pourtant, tu prends la même pièce filmé avec un plan fixe, c'est-à-dire comme toi tu es spectateur dans la salle, tu le regardes et c'est chiant à mourir, tu vois. Franchement, il se passe rien, et pas étonnant que la plupart des gens ne regardent pas le théâtre à la télévision quand il est diffusé, parce qu'en fait souvent il y a 3-4 plans, toi tu as un plan large, tu as 2 plans sur le latéraux qui machin, et c'est compliqué. En même temps, je comprends, c'est compliqué pour un réalisateur d'aller filmer ça et cadrer ça. Et l'expérience est différente. Et pourquoi ? Parce que toi, quand tu es dans la salle, quand tu es dans ton siège, tes yeux ils bougent, ton centre d'intérêt il bouge, et en fait t'as beau avoir t'as un cadre intérieur, en fait tes yeux ont beau cadrer l'ensemble, toi t'es sur un visage, sur un machin, et donc tu vas retenir des détails sur des mains. En fait t'es toi-même en train de faire ton montage finalement, tu vois, en fonction de ton centre d'intérêt. Le spectateur dans son siège, ou chez lui dans son salon, peu importe, mais le spectateur bouillonne en fait, justement, et c'est un peu ce que tu disais, c'est presque le cinéma, où c'est presque aussi contenter soit des fois l'ego du spectateur, mais le contenter de t'as vu, t'as compris, t'as vu, t'as raison, il allait se passer ça, ou le mettre en attente ou quoi que ce soit, pour mieux le surprendre derrière, ou le frustrer, soit pour qu'il ressente le frustrer. Donc même et tu parlais un peu des personnages où ça allait plus loin que l'histoire, tu vois, de ce que tu parlais avec la fameuse boulangerie ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose en lore, ou même justement en design, c'est omniprésent, où à partir de on essaie de raconter plus loin ce qui se passe uniquement à l'écran. J'ai presque un bon et mauvais exemple en même temps à ça. Le Falcon Millennium. Le Falcon Millennium de Han Solo. Tu vois Han Solo justement, dans les premiers Star Wars historiques où tous les pilotes s'habillent en pilote. Lui, c'est un cow-boy, certes. Mais surtout, dans son Falcon Millennium, par exemple, il a les fameux dés un peu en mousse, comme on peut retrouver dans les cabines de camionneurs ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il a déjà fait pas mal de kilométrage avec son Falcon Millennium. Et ça veut dire qu'il a déjà baroudé, qu'il a fait plein de missions, qu'il a justement vécu plein d'aventures. Et donc ça, quand tu le regardes dans les 4, 5, 6, t'as l'impression qu'il y a tout un background et qu'il a eu des dizaines d'années de plein de missions, de plein de quêtes ou quoi que ce soit. Donc là, t'as eu juste un élément qui, en plus d'ailleurs, ça apporte de la sphère privée à son véhicule. Donc ça, c'est aussi autre chose. Et, mais en tout cas, voilà, tu l'as juste à peine vu dans un décor, et pourtant ça t'a construit quelque chose sur le personnage. Donc là on est vraiment dans l'implicite intentionnel dont on parlait dès le début du podcast sur Redesign. Et donc je disais en même temps aussi contre-exemple, puisque comme il y a eu un préquel Solo, t'as vu que tous ces éléments là ils sont arrivés en un film d'une qualité à chacun de trouver. On peut y aller d'un avis personnel si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on n'est pas sponsor par Disney. Donc. Par contre, voilà, non, mais c'est surtout le fait que dans ce film-là, du coup, il ramène beaucoup d'éléments du personnage et il casse ce lore inconscient que tous les spectateurs s'étaient peut-être fait. Ouais, parce qu'il résout tout. Et exactement. C'est nul. Il résout tout en une quête, en fait. T'as l'impression que le personnage, du coup, s'est fait en une fois. Mais c'est vrai que on est pile poil dans le thème, c'est que finalement, jusque-là, on filmait l'invisible, on te vendait quelque chose, mais tu le voyais pas, du coup, chacun se fait son mythe, et dès l'instant où tu vas en sur-préquel, etc., tu finis par casser ta propre légende. Tu l'as fait sur Han Solo, dans la même licence, on pourrait se faire sur Vador, tout le monde se chie dessus quand il est là, et puis en fait, quand tu regardes les épisodes précédents, la série Obi-Wan et tout, tu te dis, en fait, il fait que chier tout le temps, Vador, il a jamais réussi une mission. Donc, pourquoi les gens ont peur, en fait? C'est vrai pénard, Vador. L'inconscient et l'implicite chez le spectateur sera toujours beaucoup plus fourni que tous les films que tu peux tourner ou que tu peux grave. Attends, on n'a jamais été. Répondez pas aux questions. Mais ouais, on n'a jamais été gamin, et en voyant justement, tu parles de, tu vois, Han Solo et Chewbacca, de se dire,
de rêver un peu leurs aventures précédentes et de se dire putain, mais ça se sent qu'ils baroudent depuis un bail, qu'est-ce qui a bien pu se passer, enfin la naissance des théories, tu vois, quand t'es gamin dans la cour d'école, t'as vu un film ou une série et tu as 2 persos que tu kiffes dans ta série préférée et tu commences à extrapoler à fond sur ce qui a pu leur arriver auparavant ou si ce qu'est-ce qui va leur arriver après. C'est ça qui est trop cool, c'est justement de pouvoir rêver et de pouvoir péter son crâne tout seul avec ses potes en n'ayant pas de réponse, mais en se les créant soi-même, quoi. Et d'ailleurs, on va rester dans Star Wars, mais tu vois, ce que je trouvais hyper intéressant pour le coup dans Rogue One, qui était un préquel lui aussi, mais qui essayait de combler une erreur scénaristique du premier, finalement, tu vois, de se dire, bah attends, c'est l'arme la plus puissante de la galaxie, fait par l'Empire le plus puissant de la galaxie, et personne n'a pensé à sécuriser le seul point faible du truc, ouvert à tout le monde, de 80. Et là, il justifie le fait que non, le concepteur l'a laissé sciemment, etc. Mais donc déjà, ça c'était intéressant comme parti pris, de se dire, on va corriger une erreur scénaristique, pour dire, bah non les gars, c'était pas une erreur. Mais en plus, je trouve que dans ce film, ils ont réussi finalement à recréer du lore et du mystère. Tu vois. Ils ont rajouté des nouvelles choses, des backgrounds aux personnages que bah, tu sais pas trop. Tu as l'impression qu'ils ont déjà, là, comme tu dis, baroudé. Il y a cette idée de, tu sais, tu as des espèces de moines qui sont fidèles à la force, mais qui sont pas Jedi. Et du coup, tu dis, ah bah donc il y a un ordre, il y a un truc à côté, comment ça marche. Finalement, tu as envie d'en savoir plus, mais ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'avoir la réponse encore. Et justement, si tu apportes la réponse tout de suite, tu casses tout le questionnement intérieur, tout le dialogue. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est le dialogue avec le spectateur, quoi. Ouais, bah justement, pour Rogue One, t'as le perso, je sais plus comment il s'appelle, mais un des persos de Rogue One. Ouais, non, mais qui a après le perso qui a été développé dans la série Andor. Quand tu vois débarquer dans Rogue One, tu sens qu'il a une histoire vraiment lourde, etc. Et du coup, son impact est ultra. Je trouve que du coup, il a une vraie présence dans Rogue One parce que tu sens qu'il y a tout un background derrière, mais qui n'est pas expliqué là et qui n'est pas démontré, mais qui du coup le rend assez intéressant. Et du coup, toi, tu te fais ton imaginaire en disant oh putain, c'est une espèce de Han Solo-like là, de toute manière, sait pas trop quoi, mais la licence de Star Wars emprunte beaucoup justement à des films de western ou samouraï. De toute façon, c'est là pour le coup dans l'invisible, on va dire narratif, dans les westerns ou les films de samouraï, ça commence souvent par un gars qui débarque, tu connais pas sa backstory, tu sais pas ce qui se passe, mais tu sens que le mec il a de l'expérience parce qu'il dégaine comme personne, le mec il a peur de rien, tout ça, et du coup tout de suite tu sens que oh là là, ouais, lui son histoire est lourde, et au vu de comment il réagit maintenant, est-ce qu'il est dans la rédemption, est-ce que au contraire c'est juste un bon gars de base, etc. Mais du coup toi ton imaginaire s'active automatiquement, et par là ça dégaine, comment il réagit aux choses et tout, bah tu te fais l'idée de ah tiens, il a dû faire ça avant, il a dû soit faire des conneries, soit au contraire être un bon gars. Ça peut se faire dès la mise en scène, comme voilà, en effet quelqu'un qui est stoïque face à l'action, face au stress du combat ou quoi que ce soit, comme ça peut se faire aussi au design où en effet bon alors c'est un jeu de facilité, mais des balafres, des cicatrices ou quoi que ce soit, ou sinon par exemple c'est dans un posing, ou même on parlait mine de rien du Falcon Millennium, mais comment il s'entend avec sa monture, ou est-ce que jusqu'où il lui fait confiance ou quoi. Ouais, c'est ça. Du coup tu comprends que ça fait très longtemps qu'il est là sur ce genre de choses. Est-ce que son arme est personnalisée ou non? Est-ce qu'elle est ancienne ou non par rapport à celle des autres? Donc c'est vrai que tu peux induire tellement. Je pense que c'est ce qui est compliqué, c'est ce qui est beau en fait, tu vois, dans le truc dans le cinéma là, c'est que si on reprend tout ce qu'on a dit là et qu'on le met en parallèle avec ce qu'on disait sur le théâtre, etc. avant, tu vois, c'est que finalement quand tu es dans la vie, tu fais toi-même ton montage en fonction de ta propre expérience, tu vois. Et quand tu es au cinéma, tu obliges le spectateur, et c'est la grande différence aussi avec un livre, tu vois, c'est que tu obliges le spectateur à avoir ton point de vue. Avoir tes images aussi. Ouais, c'est ça. Et donc tu lui imposes quelque chose. Ouais. Enfin, ton point de vue. Ça aussi, ça peut être discuté, mais en tout cas, tu lui imposes déjà de dire, bah, tu regardes là, maintenant, et ça dure tant de temps. Le spectateur est victime. Et voilà. Et donc, en fait, est victime, mais complètement. Mais du coup, en fait, tu le prends par la main, comme on dit, pour le dire gentiment, mais en fait, tu lui imposes, c'est ça. Et donc, en fait, forcément, il faut que les informations de narration, il les récupère, tu vois, à ce moment-là. Et je sais plus du tout où je voulais aller avec cette phrase. Mais pas de problème. Après, on parlait de létalité. Enfin, là, tu vois, on parlait d'expérience ou faire comprendre des intentions aussi de personnages. On n'arrêtait pas de parler d'armes là depuis 5 minutes entre Star Wars mais ça peut se faire aussi sur des choses beaucoup plus subtiles ou qui peut être sur des intentions, comment dire, moins moins violentes, moins masculines, moins badass. Voilà. Je cherche un
un exemple. Si, par exemple, dans Le Monstre des Mers, une production Netflix en animation, vous avez peut-être vu, c'est un espèce... Enfin, c'est un peu dragon sur l'eau. Voilà, c'est un peu réducteur de dire ça. Non, mais en vrai, il était bien. Lui. En tout cas, c'est vrai que ça joue sur la prédation d'une société humaine, sur voilà, les créatures océaniques, quoi. Et donc, justement, on a toute une caste noble ou bourgeoise, enfin la haute caste de la société qui utilise justement, puisque c'est une société qui vit de cette prédation marine, bah forcément dans leurs vêtements, ou par exemple les dentelles, les broches vont être traitées avec le corail. Il y a un rapprochement d'idées qui se fait, justement, et donc on va utiliser tout ça. Les boutonnières des capitaines vont rappeler comme des arêtes ou quoi que ce soit sur le long de leur redingote. Donc on va avoir ce genre d'éléments-là. Des signaux narratifs qui t'amènent. C'est ça, mais là, dans leur cas, c'est parce que justement, c'est la prédation sur un environnement. La protagoniste, elle n'est pas d'accord avec cette prédation-là. Mais elle vit quand même dans cette société qui est régie par cette influence marine, quoi. Simplement, elle, le motif qu'elle va avoir sur ses vêtements ne va pas être d'origine animale. Elle va avoir cousu des choses sur ses poches ou sur son fichu qui vont rappeler les écailles d'un poisson, mais simplement, elle va l'avoir cousu. Donc, le fait qu'elle l'a fait manufacturalement à la main. À la main, quoi, ouais. Ça, c'est du coup de l'inspiration et du respect envers le marin, mais pas de la prédation. Donc en fait, par ce simple petit détail, elle se dissocie du reste de la société tout en ayant les mêmes codes, par exemple. Nice. Voilà. C'est super intéressant. Ouais. Bah ouais. Grave. Moi, j'avais en tête comme ça un truc implicite. Il y a un film merde, je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier le nom de ce film. C'est avec Tom Cruise et il devient un Mac alors qu'il est qu'au lycée parce que ses parents se sont barrés un week-end. Putain, comment ça s'appelle quel con. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un putain de film. Déjà, quand t'es jeune, de se dire qu'au lycée, tu deviens un Mac. plan de carrière. Ouais. Mais en fait, au début, il paraît un peu très teenage movie, mais au final, il dit plein de trucs et il est vachement plus profond que juste sa surface de se dire que c'est des gamins qui s'associent avec des prostituées et qui ensuite vont khalas toute une ville de Bourges. En vrai, le film est très très cool, mais il y a un plan, quand je l'ai revu là, il n'y a pas si longtemps, qui m'a vachement marqué, où justement il est avec sa collègue partenaire, qui... c'est American Teenagers ? Je sais pas. Je cherche en même temps, toi, parce qu'en mode on fait genre, on est. Non, je crois pas que c'est American Teenagers. Mais bref, en gros, il y a un plan où il donne à la meuf sa veste d'université parce qu'elle a froid. Ça doit être Risky Business. Mais Risky Business, voilà. Oh, je suis nouille, je suis tortignol. Comme bien ça, sûr. au titre, mais évidemment, ça a l'air de coller Risky au pitch. Business. Oh là là, comment j'ai pu oublier ça. Risky Business, carrément, avec de folles séquences à l'intérieur. Je ne l'ai pas vu. Très très cool, vraiment. Et surtout, la double lecture est vraiment... justement, dans l'invisible, la double lecture est vraiment très intéressante. Et donc, cette scène, surtout, que j'ai trouvé ultra bien foutue, où il donne son manteau à la nana, ils sont au bord de l'eau, il donne son manteau d'université. Et du coup, elle porte ses couleurs, et lui, il porte, avec son t-shirt blanc, les couleurs qu'elle avait initialement. Et donc là, on sent qu'il se rapproche. Sauf qu'au final, pendant la séquence, il va faire une connerie. Et du coup, elle lui rend son manteau. Et donc, il porte plus les mêmes couleurs. Et là, il se redissocie et elle part. Exactement. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, alors que de base, ça, tu le sens pas, en fait. Enfin, si, tu le ressens, mais inconsciemment, en fait. La hiérarchisation des relations par la couleur, et j'ai trouvé ça trop fort. Par le motif, c'est hyper important. Et d'avoir là, vu à travers, tu vois, tout ça, d'avoir réussi à spotter ce moment-là, je me suis dit, putain, mais tellement fort. Et comme quoi, n'importe quel corps de métier dans un film est ultra important et peut avoir une vraie valeur narrative. Et notamment, là, le costume. Ça a même, pour moi, je dirais, ça a une vraie valeur narrative. Si ça n'en a pas une, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est qu'il y a un problème, c'est maltraité, je suis d'accord. Ouais, 100%. Ouais. Mais voilà, c'était un exemple auquel je pensais qui m'avait vraiment fucked up le cerveau en me disant, putain, mais même avec le costume, là, on le sent direct pour rapprocher ou alors étendre l'amour, tout ça, ça marche, quoi. Ça marche vachement bien, c'est très fort. Et, voilà. L'évolution des formes, l'harmonie formelle en fait, et l'évolution des différentes formes des différents personnages, c'est aussi un très bel outil pour dire plein de choses, quoi. Bien sûr. Comment un personnage qui va être un carré au début, donc on va montrer que sous forme de carré ou de base, on va dire, avec des angles droits, et que petit à petit va devenir peut-être un losange, ou peut-être devenir un triangle, ou devenir un cercle. Il y a tellement de choses à raconter, rien que par la forme. Comme ça, c'est assez cool.
Voilà, c'était juste pour dire ça. Bah ouais. C'est un truc qui me fascine personnellement, du coup. Mais grave. Mais de je toute suis, façon, voilà. c'est trop cool. Mais je pense que tous là autour de la table, on est quand même pas mal passionnés par pas mal de produits culturels, que ce soit audiovisuel. Star Wars, du coup. Star Wars, ouais. Non, pas que, loin de là, et heureusement. Mais c'est vrai que je pense que du coup, nous, maintenant, on aime justement chercher cet invisible, chercher à le comprendre ou à le trouver ou à le deviner tiens, c'est pas anodin que cette chambre, elle soit décorée comme ça. Pourquoi il l'a décorée comme ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que ça peut nous dire, etc. Et je trouve que du coup, c'est un vrai jeu, c'est un vrai nouveau jeu quand tu commences à t'intéresser vraiment, là en l'occurrence à l'audiovisuel, de chercher un peu cet invisible et de chercher à le comprendre plus techniquement, en gros, de pourquoi c'est là vraiment. Plutôt que juste de le ressentir en tant que spectateur classique, de se faire influencer inconsciemment, de mener un peu son enquête sur cet invisible. Je trouve ça cool. Il y a un truc, moi, qui me... Enfin, là, en ce moment, je travaille sur un film où la notion d'éloignement et d'absence, etc., elle est importante. Et typiquement, tu vois, quand tu dis comment filmer l'invisible, comment tu filmes l'absence, tu vois, rien que ça. Parce qu'en fait, toi, tu filmes avec les gens, ils sont là, tu vois, je peux pas aller... Tu vois. Et donc, comment tu filmes l'absence, etc. Et donc, ça passe, tu vois, par exemple, par vachement des cadrages qui appellent le vide, où genre les personnages vont être assis, et puis entre eux, il y a une chaise vide, entre eux, il y a machin. Enfin, c'est à chaque fois que le spectateur dise, mais là, en fait, tu sais, d'avoir cette envie de remplir le truc, tu sais, de te dire un peu comme des fois, tu regardes des vidéos, là, tu sais, je sais pas... c'est mon Instagram, tu vois, genre des vidéos de trucs qui s'alignent parfaitement là, tu vois. Ah oui, et où les gens sont là, mais c'est tellement satisfaisant. Et oui, bon, certes, bon. mais tu sais, c'est-à-dire que les gens, le public doit ressentir cette espèce de besoin d'aller combler ce vide, tu vois. Et tu vas te dire, voilà, je vais faire sentir l'absence par le fait de ressentir le besoin que ici j'ai un vide et qu'il faut le combler et que c'est pas normal. Et c'est très vrai dans la série Mister Robot. Tu vois, où il y a des cadrages qui sont vraiment léchés. Enfin, c'est vraiment la photo de cette série est incroyable. Et il y a beaucoup de vide. Et surtout quand tu es sur lui, moi j'ai le souvenir de cadrage où tu es quasiment que sur le plafond, où tu vois que sa tête. Elle doit faire 1/10 de l'image en bas à gauche. Ouais, c'est ça. Le cadre est magnifique, tu vois, mais il est complètement en dehors de tout standard cinématographique, tu vois. Mais il raconte quelque chose. Il raconte le fait que lui, il est tout le temps un peu dehors, il est tout le temps décentré, il est jamais là. Il est jamais sur le tiers, il est jamais. Ouais, c'est ça, il est jamais là où il doit être en fait. Tu vois, ce personnage-là, il est toujours décalé par rapport au reste. C'est nos corps de métier, enfin, dans le sens où justement prendre du recul prendre un large recul justement sur ce qu'on a à produire, sur les émotions qu'on doit ressentir ou que le spectateur doit ressentir, et ensuite les solutionner en fait. Les solutionner à l'image, les solutionner par la mise en scène, les solutionner par la couleur, comme tu disais. Par le montage aussi, par le montage, bien sûr. Je pense même que, tout le monde, c'est déjà arrivé lorsque, forcément, j'ai presque envie de dire une intuition. Tu as une intuition tu vas poser ta cam là, ou tu as une intuition de faire ci ou ça au premier abord. Ensuite, tu dois décortiquer ça pour justement pouvoir maximiser tes choix et faire les plus pertinents possibles. Mais peut-être toi, Ersan, avec même tes élèves, tu as même déjà vécu ce genre de choses où ils avaient une intuition et en fait qui était plus ou moins juste, ou pas assez peut-être poussée, mais plus ou moins juste, parce que en fait c'est leur inconscient qui a parlé justement, et leur inconscient d'avoir vu plein de films et d'en être nourri. Narration. Quand on fait des caméras avec tout seul au début, quand j'ai débuté, ou alors même maintenant avec les étudiants, je dis toujours on fait 2 caméras. C'est-à-dire on fait la première caméra, celle qui notre intuition nous pousse à avoir, ou le réalisateur nous impose entre guillemets, et la deuxième caméra, c'est celle qui va nous être plus proche du cœur, on va dire. C'est-à-dire c'est la caméra qu'on sent un peu mieux, ou alors qui te fait mais celle-là, c'est ce qui manque. Et donc j'ai toujours cet apport, et même du coup des collègues me l'ont dit, beaucoup de collègues du coup m'ont expliqué que même, alors je sais pas si c'est vrai, que Kurosawa travaillait aussi comme ça. Il compose d'abord son plan une première fois, il le regarde du coup dans la séquence et il le recompose ensuite. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé. Donc, quand je travaille avec les étudiants, je leur dis toujours 90-10 ou alors 80-20. C'est-à-dire 80% du temps, je passe mon temps à faire ce qu'on me demande, ce que les réalisateurs me demandent de faire. Et 20% du temps, je vais essayer de trouver une autre façon de raconter la même chose, ou alors de décaler un tout petit peu la caméra, ou alors juste de décaler un personnage, ou de retarder un mouvement. Et en fait, c'est une proposition qui s'appuie à 80% du coup sur la première proposition, et même dans le temps,
qu'on se donne pour le faire là-dessus, mais après on vient juste de shifter ou alors juste modifier un tout petit peu une chose, quoi. Donc comme dans Mr. Robot, je pense qu'au début on viendrait à le cadrer bien dans les tiers et des choses comme ça, et après on se dit, et si on essayait juste de le sortir des points forts, on va dire, d'une image, au lieu de l'avoir au premier tiers ou au deuxième tiers, on le met vraiment en bas à gauche, bas à droite, et qu'est-ce que ça provoque comme sensation, quoi. Et et comme langage, parce que comme langage, Lucky parlait de langage et du fait qu'en fait les gens ont vu plein de films et que du coup leur inconscient machin, mais c'est aussi ce qui crée le fait que voilà, tu peux te tourner en rond, etc. Mais quand tu te réinterroges comme ça, tu vas recréer un langage, tu vois. Et c'est là où ça peut être compliqué, du coup, après, avec le spectateur, parce que tu lui réapprends une grammaire. C'est ça. Mais, ce qui, des fois, ne passe pas, parce qu'avec Mr. Robot, par exemple, on reprend là-dessus. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont essayé de faire la même chose pour dire je fais comme Mr. Robot, mais en fait, Mr. Robot, ça marche. Parce que ça raconte une chose particulière qui concerne le personnage. On ne peut pas mettre n'importe quel personnage. Oui, qui veut juste faire du cadrage comme ça. Et voilà, moi j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça et on a eu des discussions avec ces personnes-là, mais en fait, tu ne racontes pas. Enfin, du coup, tu montres pas le personnage. Est-ce que tu serais pas nul? Excuse-moi, juste. Non, mais voilà. Et tu dis, non, en fait, là, tu cadres le plafond, tu cadres pas le personnage, en fait. Ouais, mais dans Mr. Robot, ils font pareil. Ben oui, mais dans Mr. Robot, c'est parce que justement, comme ça, ils racontent quelque chose en lien avec ça. Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Rien. J'ai même l'impression que, pour reprendre ce que disait Bastien aussi, sur des gens qui osent justement casser les codes ou plutôt faire en sorte de les réapprendre aux spectateurs, on en sort presque des réalisateurs hyper clivants, type David Lynch, où en fait, dans ses créations, il redispatche des cartes à sa sauce ou quoi que ce soit, enfin en tout cas les façons de faire, et où du coup, c'est des gens, par exemple, qui sont hyper clivants, où t'en as soit t'adores entre guillemets, soit t'es totalement. Les gens sont déboussolés en fait. Du coup, s'ils sont déboussolés, ils vont peut-être pas aimer parce que du coup, les gens qui aiment pas être bousculés. Metropolis, dernièrement là, enfin tu vois, ça a été, c'était vraiment ça quoi. T'avais vraiment deux catégories quoi. Quand moi j'en parlais autour de moi. C'était hyper, pour le coup, hyper clivant. Alors que là, c'est un réalisateur qui a énormément même influencé. Donc, il a déjà eu cette démarche de redéfinir un langage, tu vois, sur le nouvel Hollywood, etc. Donc, il a créé un langage et il a participé à créer ce langage. Et aujourd'hui, il dit, bah voilà, on arrête celui-là, on va passer à autre chose. Et il se retrouve dans une démarche où ça n'a pas si bien marché que la première fois, visiblement. Ouais, il y a une île et une montre qui ont dû être vendues à cause de ça. Mais bon. Mais voilà. Bon. Mais je trouvais ça finalement assez intéressant d'oser. Dans Metropolis, in fine, l'invisible quand même a une sacrée part parce que bon, il essaie de montrer beaucoup de choses visuellement, mais le lore qui en découle de tout ça, tout l'aspect politique et tout, n'est pas forcément explicite dans le film. Et du coup, c'est nous qui nous construisons après dans notre imaginaire tout ce que ça implique, ce fonctionnement de société, etc. Donc là, pareil, in fine, ça revient beaucoup avec du hors-champ. Malgré tout ce qu'il essaye de mettre à l'image, il y a quand même une part ultra importante d'hors-champ qui met aussi en avant, quoi. Et c'est marrant comme les films qui s'appellent Metropolis, on fait ça d'ailleurs dans l'histoire du cinéma. Mais là, c'est Mégalopolis. Oui, c'est Mégalopolis. Voilà. Ouais, t'as raison. Mais on n'est pas loin, il y a quand même, il y a évidemment des références. La même idée. Des références. Ouais, c'est la même idée. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, moi je trouve que les références à Fritz Lang sont assez énormes dans Mégalopolis. Et d'ailleurs, je pense que le nom, il sort pas de n'importe où. Mais je crois que c'est à toi que j'avais dit que j'aurais kiffé qu'il y ait une version noir et blanc de Mégalopolis. Je trouve que ça marcherait vachement bien parce que ça, au niveau de ses plans et tout, c'est très impressionniste allemand, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Mais j'avoue, une petite version noir et blanc là, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et juste pour revenir sur mon côté prof. Voilà. Tout à l'heure, on disait de casser les codes. Monter sur les tables, les enfants. Que je dis tout le temps, avant de casser les codes, on doit les connaître, les maîtriser, et ensuite on les casse. C'est juste le côté prof qui revient. Très souvent, en fait, si ça ne marche pas, si on cadre d'une chose différemment, c'est parce qu'en fait, on veut faire comme, et du coup, on ne fait pas vraiment ce que le projet, ce que le personnage mérite, ou des choses comme ça. Et du coup, voilà. Il faut toujours maîtriser, entre guillemets, les outils, comprendre pourquoi, en fait... les points forts d'une image, on les voit beaucoup plus sur un tiers, ou bref, comment on place les yeux, comment on dirige tout ça, parce que c'est vraiment là, ce qu'on disait, je pense que c'est un peu le lien de tout ça, c'est la cinématographie, le vocabulaire en fait, cinématographique, la grammaire, la syntaxe cinématographique, c'est ce qui permet à tout le monde du coup de comprendre en fait ce qu'on veut dire très rapidement, quoi. Et du coup, si jamais on se dit, moi je pars comme une espèce d'artiste un peu naïf, qui veut faire tout n'importe comment et tout, oui, ça peut marcher, ça marchera.
mais en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Mais c'est de l'ego. Et c'est de l'ego, du coup. Mais du coup, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se défait d'années d'histoire, en fait, Ouais. et de langage, en fait. Si du coup, on parle une autre langue, en fait, on essaie de réinventer une langue en faisant... en fait, faire un film, c'est parler une langue, quoi. Et donner chacun des mots. Donc, enfin, c'est ce que je dis tout le temps, pardon. Quand un personnage rentre dans un plan, donc là, je recite, du coup, Victor Loupan, qui nous a beaucoup aidé, du coup, moi, qui m'a donné vraiment envie de me lancer encore plus dans la prévise. Quand un personnage entre dans un champ, je soigne toujours comment le personnage entre dans un champ et comment il sort dans un champ. Et en fait, je sais que si jamais il rentre toujours de la même façon dans le champ et qu'il sort de la même façon, le moment où ça sera différemment, ça dira aussi autre chose, quoi. Et donc, du coup, tout le langage cinématographique vient appuyer tout ça. Donc, tout ce qu'on va créer comme... comment je peux dire ça, comme préambule, ou alors à notre propre langage cinématographique dans une œuvre, ou dans une séquence, ou dans un plan, qu'on va devoir justement questionner ensuite, et communiquer. En fait, le début d'un film va parler avec la fin du film, avec le milieu, comment on articule tout ça. Voilà. Ouais, non. Je suis parti vraiment loin. Mais non, il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, le vocabulaire permet de montrer aussi plein de choses, et c'est hyper important. Voilà. Et cette notion de référence, je la vois aussi quand tu dis comprendre ta ref, en fait, l'avoir analysé, Ouais. avoir compris ta ref. C'est tellement important. Il y a un truc que je vois souvent, c'est genre, oui, mais ce film-là, on veut le faire genre dans les années 80, où on veut que ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que genre, on veut faire comme Stranger Things. Ou alors, parce que je veux faire un film, un truc vraiment sympa, très inspiré d'Indiana Jones et tout. Et personne se dit, mais d'accord, mais du coup, genre Indiana Jones s'est inspiré de quoi? Tu vois, des séries des années 50 aussi. Ok, d'accord, C'est pourquoi, etc. Ouais. Et ça me fait penser au film qu'on a fait ensemble, notamment où il y avait des séquences qui se passaient à l'intérieur d'un corps. Et le réalisateur voulait absolument que le film soit très incarné dans les années 80, etc. Oui. Et il y avait eu du coup cette idée très tôt de se dire, bah viens, on fait, alors qu'on est en 3D, on fait des décors en CG basés sur une taille, comme si ça avait été une maquette à l'époque, parce que dans les années 80, on pouvait tourner ce type de shot qu'avec une caméra qui faisait 60 cm de haut et 40 cm de large, tu vois. Et donc, du coup, j'aurais créé une maquette pour faire ce plan-là, qui aurait fait, genre, mon ouverture de diaphragme aurait fait 3 mètres, tu vois. Et donc, en fait, on a tout basé comme ça pour que les mouvements, les focales, les profondeurs de champ correspondent à ça, parce que c'est ce qui a défini le langage de cette époque. C'était une limitation technique qui a défini un langage. Et donc, si tu veux t'inscrire dedans, il faut que tu comprennes ce langage, en fait. Pourquoi ce langage-là existait? Parce qu'il s'inscrit dans une... Et puis même dans la DA, du coup, des choses, en fait, je sais pas moi, si on fait un cerveau de 2 mètres, il va pas être peint ni fait de la même façon. Tu veux dire que les gens avec qui on bossait, surtout du côté client, ne comprenaient absolument pas ce qu'ils faisaient et faisaient beaucoup de merde et disaient n'importe Il quoi? ne l'a pas dit. On va devoir couper. Mais moi je le dis, j'en ai rien à Il ne l'a foutre. pas dit. Bon, en tout cas, vous vous ferez vos propres avis en février 2026, hein, parce que tout autour de la table, on en a bien chié sur cette merde. Voilà, faut le savoir. Non mais là, attends, on est chez nous, quoi. On peut dire ce qu'on veut, merde. C'est On notre est à la podcast, maison. hein. Faut pas déconner. Tout à l'heure, on parlait de vocabulaire et moi, il y a un truc que j'aimerais qu'on éclaircisse du coup. Tout à l'heure, vous avez parlé d'interframe et j'ai l'impression d'être un peu le bambin qui pige pas de quoi qu'on parle. On a survolé le sujet. Mais ouais, vous avez survolé le sujet, mais moi ça m'intrigue cette histoire d'interframe. Alors, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un aspect purement technique, l'interframe? Donc vraiment, ce qui se passe techniquement entre une frame. Alors une frame, juste pour expliquer, c'est une image, tout simplement. Et 24 par seconde. Voilà, 24 par seconde, c'est ce qui nous permet d'avoir, nous, au niveau de l'œil, une fréquence qui est assez sympathique dans l'enchaînement des images pour avoir une notion de mouvement. Et donc, du coup, la définition de l'interframe ne se calque que sur un aspect technique, donc ce qui se passe littéralement entre les frames, ou alors l'interframe, c'est ce qu'il y a donc entre les frames, certes, entre les images, mais du coup entre les images, c'est du coup genre quoi, l'univers raconté, une narration racontée, une émotion, etc. Qu'est-ce que c'est, bordel, l'interframe? Alors Ersan, il est Alors chaud, là, il est je froid. vais devoir y aller sur mon monologue. Ouais, vas-y, balance le tunnel, Coco. En gros, en fait, ça vient d'un questionnement quand j'étais à l'école, du coup. Même avant, en fait, j'avais l'impression de voir des scènes qui n'existaient pas dans le film. Et pendant longtemps, j'ai cherché toutes ces scènes, ça m'a mis vraiment 10 ans, avant de comprendre ce qui se passait, en fait, pourquoi je voyais des actions, des réactions de personnages qui n'existent nullement, en fait. Nulle part quand on regarde le montage final.
Et en fait, j'ai cherché, et j'ai lu plein de choses. J'ai découvert Yves Lavandier, entre autres, et plein d'autres personnes qui parlaient de ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que très souvent, en fait, dans le cut, donc du coup, dans le montage, on peut faire passer des émotions. Donc il y a des séquences qui n'existent que dans le montage, parce qu'en fait, c'est le dialogue qu'on a justement avec le réalisateur, en fait, avec le film. Donc en tant que spectateur, là, je me place en tant que spectateur. Et en fait, quand on voit un film, très souvent, le film dialogue avec nous. J'aime bien, du coup, la question de dialogue. Je parlerai de ça aussi ensuite, pas après. Et donc, quand on voit un film, on se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver et tout. Et il y a certaines scènes qui manquent, du coup, dans le film final, mais qu'on a vu, en fait. Et c'est tout ça, c'est tout ce questionnement-là qu'un jour, j'ai appelé l'interframe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui se passent dans le film qui se passent entre deux frames. Donc, soit dans un cut, soit entre... vu qu'on fait 24 images par seconde pour faire une seconde en film ou en animation, dans ce laps de temps, il y a du vide que le cerveau humain, donc nous-mêmes, on va recréer en fait. Et du coup, on absorbe le film et ensuite, du coup, on le digère, on le réinterprète, on le vit, on le processe et du coup, on injecte des images dans le film qui n'existent pas. Et c'est ce que j'avais appelé l'interframe. Et du coup, quand je fais de la prévise, j'essaie de préviser en fait l'interframe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va retenir de ce plan, qu'est-ce qu'on va retenir de cette séquence. En fait, qu'est-ce que je vais montrer, qu'est-ce que je vais ressentir, mais qu'est-ce que je veux que le spectateur retienne pour ensuite que différentes séquences se parlent entre elles et ensuite créer une espèce de sensation, une émotion ou comme je ne sais pas comment dire, quel autre mot dire, mais du coup quelque chose qui fasse réagir justement le spectateur. Ok. Donc j'appelais ça l'interframe. Mais ça, du coup, toi, Luki, dans la BD, l'interframe, du coup, ce qui se passe littéralement entre les cases, ça doit pas mal te parler aussi, non? Bien sûr. Oh là là, regarde cette transition de zinzin. Très très fort. Bien sûr, et tout ce qu'on a parlé d'un point de vue narratif, c'est plus ou moins la même chose qu'on va retrouver dans la bande dessinée, aussi bien sur le design que sur comment dire, induire des choses ou quoi que ce soit. Par contre, là où sur la BD, c'est c'est sur le mouvement que tu vas forcément l'avoir davantage. Et cet interframe, même nous, on l'a avec cette intercase, c'est le cas de le dire. Enfin, c'est cette espèce de gouttière qu'on a entre deux cases, c'est cette ligne blanche ou noire, enfin, ou qu'importe. Où, dans une case, on va amorcer une idée ou un mouvement qui va se terminer dans une autre. Voire même, enfin, entre deux cases, il peut se passer soit une seconde, soit une minute, parfois, selon le moment de ton récit ou comment tu en as besoin. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée de commencer une idée pour la terminer dans la suivante. C'est quelque chose qu'on peut retrouver d'ailleurs un peu en animation, puisqu'il y a certaines prods d'animation. Pour un peu réduire les coûts d'anime, parfois, tu peux commencer un mouvement à la place, par exemple, que dans un Disney où souvent on illustre un mouvement par plan. Et ben en fait, on va choisir de commencer un mouvement à la fin du plan, cut, comme ça dans le plan suivant, on termine ce mouvement et on fait l'économie quand même de ce qui se passe, de quelques frames qui va se passer, enfin d'un peu de mouvement qui va se passer entre les deux. Des fois, ça peut être aussi pour des raisons techniques, genre un oiseau qui ouvre des ailes. C'est compliqué Exactement. de faire un oiseau qui ouvre une aile, donc on a deux modèles d'oiseaux, un qui commence à ouvrir, C'est ça. donc deuxième plan, il a les ailes bien ouvertes. C'est ça. Oh, Et donc, déjà. c'est quelque chose que... Mais en fait, quand les plans vont se lier, le spectateur, enfin mon cerveau, va faire le lien et va comprendre, ok, il commençait à se lever de sa chaise là, c'est normal que quand je le vois rentrer dans ce plan-là, soit il est debout il est déjà debout, il y a la chaise qui est juste à côté, soit il termine son mouvement de se lever, ou il est déjà en train de marcher, tu vois. Donc en fait, mine de rien, ça peut paraître de l'économie de bout de chandelle, mais ça existe, enfin. C'est le fait d'induire un mouvement et de le terminer dans le suivant. Donc en BD, forcément, on en use et on abuse. Et puis là aussi, ce qu'il y a, c'est qu'en BD, c'est pas qu'une question de keyframe, un peu comme ce dont je viens de parler en animation. C'est aussi le fait que chaque case doit quand même être porteuse d'une idée ou d'une ligne de dialogue. Et des fois, c'est qu'est-ce qui illustre le mieux cette idée ou cette ligne de dialogue. Tu peux même déjà, des fois, en fonction des bulles que tu as dans une case, te dire cette bulle-là, elle n'est pas vraiment dans le mood de cette case-là. Soit je vais me taper l'audace de me faire une case à part pour elle, soit je vais la rabattre dans une case suivante, ou ainsi de suite. Tu fais ton Tetris de cette façon-là aussi. Mais on est beaucoup plus sur une case porteuse d'une idée, on va dire, par chose.
Ça me fait penser à quelque chose quand tu dis genre une case, une idée, etc. J'ai lu un bouquin que je conseille à tout le monde, qui est absolument passionnant, qui s'appelle Dans un clignement d'œil, de Ersan qui fait oui, je confirme. Il confirme. Il est derrière. Voilà. de Walter Murch, je vais y arriver, et qui en fait qui est le monteur qui est notamment le monteur de Coppola. Il a pris sa retraite en 2017, du coup il a pas fait Megalopolis. Non. Coïncidence? Je pense arrête. pas. Moi j'ai kiffé. Moi. Oui, mais moi aussi j'ai kiffé, mais, Voilà. mais sur la lisibilité, Oui, c'est etc., on peut se dire, ouais. parce que clairement Walter Murch n'y était pas pour rien, et il a fait un bouquin, donc ce livre En un clignement d'œil, il est absolument passionnant, et en fait c'est juste lui en tant que monteur. Alors bon, tu sens que le gars il est monteur, mais pas que, hein. Enfin, on n'est pas sur un petit cerveau. Il s'est dit, mais comment ça se fait que dans la vie, alors que je suis sur un plan séquence permanent, et c'est la seule chose que je connaisse, comment ça se fait que le cinéma fonctionne? Comment ça se fait que si je donne à un spectateur un récit qui d'un seul coup va être coupé, avec des sauts dans le temps, des sauts dans l'espace, comment ça se fait que mon cerveau non seulement l'accepte, mais le ressent, etc. Et voilà. Et donc en fait, je vous invite à lire le livre, mais je vais le spoiler quand même. Mais le récit et comment est-ce qu'il arrive à toutes ces choses-là est hyper intéressant. Mais il y a notamment cette idée que qu'il a remarqué. Alors ça va sur plein de choses, hein, sur le rêve, sur tout ça. Mais il a notamment remarqué une fois, il raconte qu'il était en train de monter un film et que je crois que c'était avec Marlon Brando, ce film. Et il commence... une bonne galère, quoi. Et il commence, en fait, à couper, tu vois, comme il fait pour pouvoir monter le film. Et là, il se rend compte qu'à chaque fois qu'il met une coupe, ça correspond presque à chaque fois que Marlon Brando cligne des yeux. Tu vois. Et du coup, il se dit, c'est super bizarre. Et il commence à se renseigner sur des études qui ont été faites par des neurologues, etc., pour essayer de comprendre le mécanisme de la pensée, le mécanisme du clignement d'œil, etc. Et il se rend compte qu'il y a plusieurs théories médicales qui disent que, en fait, notre œil blink à chaque fois qu'on change d'idée ou qu'on passe d'un sujet à un autre dans notre cerveau, etc. Et que Marlon Brando, comme un grand acteur, en fait, intellectualisait ça dans son inconscient, et que quand son personnage, du coup, changeait d'idée ou passait à autre chose, ce qui veut dire qu'en fait, le plan lui-même était fini et qu'il était temps de passer à autre chose aussi, finalement, et ben lui, il clignait des yeux de la même manière que Walter Murch coupait à cet endroit-là. Et que, en fait, tous ces blinks sont déjà un montage chez nous. En fait, c'est déjà une ellipse qui peut être une ellipse temporelle, et qui, si on tourne la tête, peut être aussi une ellipse d'espace, etc. Tu vois, mais que du coup, c'est quelque chose qu'on a aussi en nous. Donc voilà, c'est genre, enfin, lisez ce bouquin, il est absolument incroyable. Moi, il m'a retourné la tête. Putain, incroyable, parce que ça me fait carrément penser à un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Before Your Eyes, où justement tout le principe, c'est donc un jeu assez narratif, où tu es une âme, etc., tu reviens sur Terre et tout, mais le temps avance et les plans changent quand tu clignes des yeux. Donc en gros, tu dois avoir ta webcam d'activer, parce que du coup, ça capte tes yeux. Et dès que tu clignes tes yeux, hop, ça change de scène, où tu avances dans le temps. Pas à changes... 3h du mat, tu joues pas. Ouais, non. Tu changes de situation, etc. et tout. Mais pendant tes heures de travail. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que bon, t'en as, j'ai l'impression qu'ils essaient de se faire des défis, de cligner moins longtemps possible, parce que quand il y a une scène que tu trouves super intéressante, du coup, tu essaies d'ouvrir les yeux comme un fou, pour en gros te faire ton propre montage, quoi. Et donc la narration de ce jeu vidéo se fait en fonction de toi et justement du clignement de l'œil. Donc si tu fais ton propre montage in fine et ta propre histoire, quoi. C'est assez incroyable. Cool. Ouais, c'est stylé. Ouais. Les technos maintenant, sympatoche. On peut faire des trucs cool maintenant. Bah mine de rien aussi, tu parles de jeux vidéo, mais alors on sort du cadre du cinéma, mais là encore, le jeu vidéo, c'est un support dans lequel tu passes ton temps à induire des choses aux joueurs, et des choses qui ne doivent pas être existées. Ne serait-ce qu'à travers, tu choisis un personnage, déjà tu vois un personnage à jouer, tu sais que lui ça va être un rapide, lui ça va être un tank, lui ça va être quoi que ce soit, enfin tu vois, et déjà dès le design t'induit des choses, pareil dans narrativement parlant, surtout à des époques plus anciennes où le jeu vidéo n'était pas encore parlant.
où tu induisais aussi beaucoup de choses à travers le background, à travers justement un tableau. Quand tu parles de background, tu parles de l'environnement, tu veux dire L'environnement, okay. Le décor qu'on peut avoir derrière ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est hyper récurrent en fait dans le jeu vidéo, mais d'une autre façon. Ouais. Même le déplacement, enfin, je vais rester sur le jeu vidéo aussi. Moi, je pense très souvent, en fait, quand j'explique aux étudiants comment on fait pour se faire sortir un personnage d'un champ, du plan, quoi. En fait, je leur parle toujours de fameux ping-pong, le jeu des années 70. Et en fait, la balle qui sort... Il n'y a pas que moi qui vais me tromper sur les noms. Merde. Et voilà, la seule intervention sur le jeu vidéo, je la rate. Et donc, en fait, quand la balle sort à gauche, elle rentre à droite, et quand elle sort par le haut, elle, voilà. Ouais. L'espèce de continuité, en fait, pour le cerveau, en fait, comment on fait pour faire boucler les choses. Et du coup, on se dit que l'espace qui se termine à droite commence à gauche, et des choses comme ça aussi. Mais c'est même des choses qu'on utilise aussi en BD, hein, par exemple, sur les positions des personnages. C'est des codes qu'on a au cinéma sur le fait d'un personnage qui était à gauche qui parle à un personnage à droite. On va essayer de faire en sorte que sur le plan suivant, ils vont rester l'un au côté gauche et l'autre au côté droit. Ouais, la règle des 180 degrés. C'est ça pour ne pas fuck up l'œil du spectateur. C'est des choses qu'on retrouve en BD, hein, largement. Surtout qu'en BD, il y a aussi la position des bulles et du coup la ligne de lecture qui est aussi imprimée et où on va non seulement essayer de garder cette règle des 180 degrés, ajouter à cela le fait que le premier qui doit parler a la bulle en haut à gauche, du coup. Donc, tu ajoutes à ça un deuxième layer. C'est un bordel. Et tu ajoutes à ça un troisième layer qui est la ligne de lecture générale de la page, où en effet, ton œil doit passer facilement d'une bulle à l'autre, mais des fois aussi, du coup, naturellement, d'une bulle à l'autre, d'une case à l'autre. C'est-à-dire que si tu as une grande case verticale, par exemple, avec 3 cases posées perpendiculairement là, sur le côté, il faut que les bulles de ta grande case verticale t'emmènent vers la case en haut à gauche, avant, puis descendre, tu vois. C'est vraiment une espèce de grande ligne rouge qui serpente dans ta page en règle générale et que l'œil va suivre, quoi. Puisque si tu es à la première case et que tu es attiré visuellement par la bulle de la case 4, on va dire... Bah, tu te spoil tout. C'est plus que ta narration. Enfin, en tout cas, tu te spoil, mais c'est un peu la même chose qui arrive dans un film lorsque tu sors du film. T'as un petit truc qui te fait sortir du film un moment, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. Tu sors un peu tu t'es moins transporté et du coup, tu sors, t'as un mouvement de recul d'une certaine façon. Tu sors du truc ou même, du coup, le lecteur se dit ah, et le ah, c'est déjà qu'il est sorti, qu'il est mécontent ou quoi que ce soit. Ouais, du coup, j'avais une question, comme on parle quand même du thème de l'invisible. Juste, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à traiter littéralement l'invisible en mode l'homme invisible ou une connerie comme ça, tu vois, genre des pouvoirs magiques qui se voient pas forcément. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? Des pouvoirs magiques, oui. Ok, ouais. L'homme invisible, non, mais des traces d'un être vivant qui était là avant et montrer des choses comme ça, oui. Ok, et dans ces cas-là, ça se retransmettait par quoi, du coup? Ce qu'on disait en fait tout à l'heure aussi avec Lucky, c'est qu'en fait, moi, en prévis, je demande souvent à voir Substance Painter. Et plein de gens ne comprennent pas pourquoi un prévis artiste veut faire des textures. C'est pour de la texture. Et ça revient du coup à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que du coup, en fait, dans la DA, on transmet beaucoup d'informations. Et moi, très souvent, je transmets des informations de texture. Donc, comment l'objet ou le décor a vieilli, a été usé, a été utilisé. C'est une chose que j'utilise pas mal. Je sais pas, moi, si je prends l'exemple de... Je sais pas, moi, par exemple... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Un exemple là tout de suite. Je vais prendre un téléphone ou un ustensile qu'on utilise au quotidien. En fait, si on regarde un téléphone, un écran pété par exemple, ça montre beaucoup de choses sur la personnalité de son détenteur. Je ne sais pas s'il y a des scratchs à certains endroits ou des choses comme ça. En fait, ça en dit beaucoup. Et c'est pour ça que j'utilise souvent Painter, Substance Painter, du coup, pour les citer, quand je fais de la prévise. Et donc, du coup, quand je devais montrer des traces d'insectes ou d'animal aussi, voilà. Du coup, dans les projets, je montre le passage de l'être invisible. Okay. Ses effets sur l'environnement, et voilà, globalement. Toi, Bastien, tu as déjà eu à traiter dans des films en live action, par exemple, ou ce genre de choses, l'effet de l'invisible, littéralement?
Alors, je crois pas que dans ma carrière, j'ai eu à traiter cet effet-là précisément. Mhm. Par contre, j'ai fait une conférence d'histoire des trucages dessus. Absolument, j'étais là. Et oui, mais en fait, ça se rapproche aussi quand on dit filmer l'invisible. Là, c'est sûr qu'on est au plus strict de la question, mais je pense qu'il y a un truc qui se rapproche de tout ce qu'on a dit, c'est qu'en fait, du coup, on va pas filmer le personnage, puisqu'il est invisible. Par contre, on va filmer ses conséquences sur l'environnement, les conséquences de sa présence. Et c'est ce qui va donner sa crédibilité. Typiquement, je pense que le meilleur là-dessus, c'est Holoman de Verhoeven. Je pense qu'il a été au max de ce qu'on pouvait faire là-dessus. Le personnage, il s'assoit sur un canapé. Le canapé se déforme sous l'effet du poids du personnage qui, lui, existe. Et voilà. Et donc, on voit cette déformation-là. Donc, sa présence a des conséquences sur l'environnement. Et du coup, je trouve que le parallèle, il est assez, finalement assez logique, mais assez saisissant avec ce qu'on a dit précédemment. C'est que c'est des choses qu'on n'a pas vues dans l'histoire, mais qui ont gardé des conséquences sur le personnage, sur l'ambiance, sur la musique, etc. Tu vois, parce que voilà, ça a forcément une action, a une conséquence derrière sur ce qui se passe, et peu importe le plan narratif, en fait. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être une conclusion qui est bonne aussi, c'est que c'est dans tout ce qu'on a parlé là, en fait, on a parlé d'énormément de choses, d'énormément de corps de métier. Et le cinéma, c'est un sport co. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose où tu peux pas y aller. Enfin, tu peux y aller tout seul. Tu peux être homme orchestre et faire ton truc. Mais enfin, globalement, c'est quand même un sport collectif qui va faire intervenir beaucoup de corps de métier différemment. Et tout le monde est hyper complémentaire. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent vachement dans la terminologie, c'est-à-dire que nous on appelle ça un réalisateur en France, tu vois, et si on reprend au tout début de cette conversation ce que disait Ersan quand il disait moi je vais essayer de poser tel truc narratif, tel montage, tel cadrage pour traduire pour interpréter ce qu'a le réalisateur en tête, et avec nous notre regard de français on pourrait dire du coup il sert à quoi le réal, qu'est-ce qu'il met là, tu vois, parce que nous on a cette image d'auteur vraiment. Et quand on travaille avec les anglo-saxons, eux, ils appellent ça un directeur. Tu vois. Donc lui, c'est un directeur, c'est un chef d'orchestre. Il est là pour faire en sorte voilà, c'est un chef d'orchestre. Il donne une interprétation globale à une somme de gens et il va guider les gens, mais il est là pour prendre des décisions sur des sommes de spécialités. Tu vois. Il ne va pas lui-même dire à quelqu'un comment est-ce qu'il doit interpréter son morceau à la flûte, mais il va lui dire je veux que ça aille dans cette direction, et ça c'est bon et ça c'est pas bon. Tu vois. Et juste une petite chose, du coup, tu parlais des VFX et je trouve ça assez marrant. Les effets spéciaux, donc on est tous issus plus ou moins de ça. Quand notre travail est bien fait, il devient invisible aussi. Ah ouais. Et je trouve ça assez marrant du coup de l'évoquer parce que du coup, moi, je fais de la caméra très souvent et la caméra, on la voit pas dans le film. Ça, c'est aussi très intéressant. Et du coup, quand des effets sont vraiment très bien faits, genre, je sais pas. Des requins qui sortent de l'eau ou des choses comme ça, ou des créatures qui n'existent pas qui sont réalistes, elles deviennent invisibles aussi, quoi. Enfin, notre travail devient invisible aussi, du coup, moi, se font aussi là-dedans. C'est un truc avec je suis d'accord sur l'essentiel, sur le fond et tout, mais je suis entre guillemets pas d'accord sur la forme. C'est-à-dire que ce que j'ai tendance à essayer d'exprimer, c'est que quand notre travail est bien fait, il n'est pas invisible, il est crédible. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, si je prends Jurassic Park, tout le monde est bien conscient, enfin tout le monde le voit l'effet, tu vois. Tout le monde est bien conscient que j'ai pas été filmé un T-Rex, tu vois. Mais si c'est mal fait, si c'est pas crédible, si ça fait sortir le spectateur de l'histoire, si c'est mal fait, ça fait sortir le spectateur. En gros, tu vois, il faut. C'est une bonne nuance, je trouve. C'est vraiment emballé. C'est un peu ce truc avec la suspension consentie d'incrédulité, tu vois. C'est le fait qu'il faut pas faire sortir les gens, donc il faut que tout ça soit cohérent dans l'univers qu'on leur propose, d'une part, et que ça ait l'air crédible à leurs yeux. Et il y a plein d'effets qui, pour reboucler avec la discussion sur le réalisme qu'on avait tout à l'heure, si tu les fais de façon réaliste, ils sont ratés, tu vois. Oui. Et j'ai un exemple dans Michel Vaillant. Ils avaient été tournés de la vraie foule sur des circuits, tu vois, pour remplir les stades numériquement. Et en fait, ils se sont rendus compte dans le montage que ça marchait pas du tout. Ils avaient l'impression que c'était fixe. Tu vois, ils se disaient, mais ça n'a pas de vie du tout. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ces échelles-là, un circuit, c'est énorme. Et du coup, les gens, quand ils suivent les voitures, ils tournent pas la tête, en fait. Ils bougent juste les yeux. Tu vois, l'angle est tellement suffisant, vu la taille, la distance à laquelle ils sont, qu'en bougeant l'œil d'1 degré, ils ont déjà couvert 200 mètres. Tu vois ce que je veux dire ?
Et donc ça marchait pas. Donc ils ont retourné avec tous les techniciens des effets spéciaux, etc. Ils ont pris un fond vert en bas des studios, puis ils ont fait ouais, comme ça, tu vois. Et c'est ça que finalement ils ont remis dedans. Et donc en fait, la foule est complètement fake, mais elle a l'air vraie. Parce que dans l'inconscient collectif, comme ce que disait, on est en train de faire on reboucle tout ce podcast. Ouais. Mais tout était prévu. Mais tu vois, comme ce que disait Luki tout à l'heure, dans cet inconscient collectif, un public est là et donc il réagit, il est vivant et c'est pas une photo et c'est pas, tu vois, et tu t'attends pas à voir ça. Donc c'est la crédibilité, c'est vraiment le cœur. Tu parlais de conclusion presque avec Holoman justement, où c'était intéressant. C'est le passage des choses. Enfin, en tout cas, le fait que tout a une conséquence. En fait, c'est ces conséquences-là qui créent du coup le lore ou ce qui peut se passer avant. Et du coup, c'est un peu ça. Enfin, on est presque des archéologues inversés, dans le sens où l'archéologue il va chercher ce qui s'est passé, enfin ce que la société a fait avant ou quoi que ce soit, de son instant T, alors que nous, on va justement essayer de placer tous ces éléments-là pour que la personne comprenne, en tout cas s'induise, déduise des choses. Donc, oui. Est-ce que c'est pas une conclusion parfaite, ça ? Bien sûr, très bonne conclusion, ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Luki et Ersan pour votre présence. Merci à vous. C'était très très cool. J'ai passé un très bon moment. Pareillement. Voilà. N'hésitez pas à repartager notre cher podcast si ça vous a plu. N'hésitez pas à le commenter aussi si vous avez envie de rebondir dessus ou sur certains points qui vous ont interloqué. On serait ravis d'échanger avec vous là-dessus. Merci pour votre écoute. C'était très cool. Et puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye. Allez, ciao.